Hello, bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le dernier live de la semaine pour réviser donc l'épreuve de sciences donc pour le brevet de SVT. Aujourd'hui on fait ça à 14h parce que je suis pas disponible ce soir, donc c'était compliqué pour moi de faire ça à 17h30 comme les autres jours de la semaine. Donc ce sera à 14h, mais bien sûr ce live reste disponible en ligne si vous avez besoin de le re-regarder, il n'y a aucun problème. Si vous avez des questions, parce qu'aujourd'hui on va voir beaucoup de choses, surtout vous pouvez poser vos commentaires dans le chat. N'hésitez pas, j'y répondrai au fur et à mesure. Donc le corps humain et la santé. Aujourd'hui on va parler du système digestif, du système immunitaire, du système reproducteur, du système respiratoire, etc. Donc tout ce qui touche au corps humain et à la santé que vous avez vu depuis la 5e. C'est pour ça que je dis que ça va être peut-être un petit peu long aujourd'hui, il va y avoir sûrement beaucoup de questions, donc n'hésitez pas. Alors c'est parti, on va commencer par le fonctionnement de notre organisme lors d'un effort musculaire. Donc pour commencer, on va faire des petits rappels anatomiques. Vous voyez donc sur ce diapo à gauche le schéma du cœur humain vu en face ventrale, Donc c'est comme si vous observiez le cœur de quelqu'un qui est en face de vous. C'est pour ça que j'ai noté la droite sur votre gauche et la gauche sur votre droite. C'est normal, c'est comme si c'était quelqu'un en face de vous. Donc ce cœur, c'est un muscle du coup qui est creux, qui est cloisonné. Vous voyez qu'on a deux parties bien distinctes. Donc la partie droite du cœur et la partie gauche. On a différents vaisseaux sanguins qui arrivent à ce cœur. On a d'abord les veines, donc avec par exemple la veine cave qui revient des organes qui se trouvent plutôt dans le bas de notre corps, et les veines pulmonaires qu'on trouve du coup de l'autre côté qui reviennent des poumons. On a aussi d'autres vaisseaux sanguins, donc qu'on appelle des artères, qui cette fois-ci, ce n'est pas du sang qui revient des organes, mais qui va vers les organes. Donc on a l'artère pulmonaire qui envoie du sang vers les poumons, et l'artère aorte de l'autre côté qui, au contraire, envoie du sang vers donc les autres organes. On a de chaque côté une oreillette et un ventricule. Comment fonctionne le cœur? Donc le sang arrive des veines, entre dans l'oreillette. L'oreillette va ensuite se contracter pour remplir le ventricule et le ventricule va à son tour se contracter pour envoyer le sang vers les organes par les artères. On a un côté bleu et un côté rouge parce qu'on veut représenter donc dans la partie bleue du sang qui est pauvre en dioxygène et du côté rouge du coup du sang qui est riche en dioxygène puisqu'il revient des poumons, donc il est riche en dioxygène. Donc voilà, c'était juste un petit rappel anatomique sur le cœur humain. Donc le schéma de droite cette fois-ci, c'est un schéma de l'appareil respiratoire humain avec donc vraiment les bases de cet appareil. Donc on a l'air du coup de notre environnement qui va entrer soit par le nez, soit par la bouche. Ensuite, il va être conduit dans un conduit, du coup qui est représenté ici, on dirait qu'il y a des petits anneaux parce que c'est des anneaux de cartilage qu'on sent d'ailleurs quand on touche sa gorge. Donc on appelle ça la trachée. Cette trachée, arrivée un petit peu plus dans la poitrine ici, va se séparer en deux branches qu'on appelle des bronches. Une bronche pour le poumon droit et une bronche pour le poumon gauche. Arrivées dans le poumon, ces bronches vont se ramifier, vont se diviser pour donner des bronchioles. Et au bout de chacune de ces bronchioles, on a ce qu'on appelle des alvéoles pulmonaires. Et c'est dans ces alvéoles qu'ont lieu les échanges gazeux, donc entre le sang et du coup l'air qui arrive dans les alvéoles. On a aussi tout en bas, représenté en vert, ce qu'on appelle le diaphragme. Alors le diaphragme, c'est un muscle qui est très important parce que c'est ce muscle en se contractant et en se décontractant qui permet de gonfler et de dégonfler la cage thoracique pour remplir et vider les poumons. Je ne l'ai pas représenté sur ce schéma ici, je l'ai pas légendé, mais je l'ai représenté. On voit tout autour du coup des poumons ce qu'on appelle la cage thoracique, donc l'ensemble des côtes qui permettent de protéger ces organes vitaux, donc qui sont les poumons et le cœur. Donc voilà pour les rappels anatomiques. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque notre corps fait un effort musculaire? Le fonctionnement de notre organisme, et alors il est modifié, ça vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire. On a un rythme cardiaque qui va augmenter, notre cœur va battre plus vite, on aura plus de battements par minute, et on a un rythme respiratoire aussi qui augmente. On est essoufflé, on respire plus vite.
on a plus de ce qu'on appelle des mouvements respiratoires. Un mouvement respiratoire, c'est une inspiration et une expiration. Ces modifications du coup de l'organisme et celles du coup qui affectent les vaisseaux sanguins permettent d'apporter plus de sang aux muscles. L'objectif de l'augmentation du rythme cardiaque et respiratoire, c'est d'envoyer plus de sang aux muscles. Comme ça, nos muscles reçoivent plus de dioxygène et plus de nutriments pendant l'effort parce qu'ils en ont besoin de plus. Et donc, nos muscles s'adaptent à l'effort et donc peuvent effectuer cet effort. On a aussi le système nerveux, donc on en reparlera tout à l'heure, qui intervient à toutes les étapes d'une activité physique parce que c'est lui qui contrôle les mouvements qu'on va faire avec notre corps et l'activité donc cardio-respiratoire. Le système nerveux central, donc pour être un peu plus précis, ça va être le cerveau et la moelle épinière. C'est le centre de commande et c'est vraiment le centre de commande, c'est-à-dire que c'est vraiment la partie qui va commander l'effort. Et on a des nerfs, du coup, qui permettent de relier ce système nerveux central aux organes musculaires notamment. Et évidemment, je le précise, le corps humain a des limites, donc il ne peut pas respirer, sa respiration ne peut pas augmenter indéfiniment, le rythme cardiaque non plus, donc on atteint vraiment une limite. Si on va un petit peu plus dans le système nerveux, justement, je vous parlais de moelle épinière, de cerveau, etc. Donc on a des messages nerveux de deux types différents. On a des messages nerveux qui sont dits sensoriels, qui vont se propager des organes vers les centres nerveux. Donc les centres nerveux, on a dit c'était cerveau, moelle épinière, qui eux vont envoyer des messages moteurs vers les muscles. Donc on a par exemple, si on reçoit une balle, le fait de voir la balle, cette information elle est captée par un organe sensoriel qui est notre œil. Le message nerveux sensoriel va alors passer par le nerf optique, donc le nerf qui rejoint l'œil au cerveau. L'information arrive au cerveau. Ce centre nerveux va traiter l'information et va donc devoir donner une réponse à cette information, donc de la balle qui arrive vers nous, et va envoyer un message moteur vers nos muscles pour que soit on évite la balle, soit on l'attrape. Ces messages-là, c'est des messages qui sont électriques. Donc notre système nerveux, c'est un réseau de cellules nerveuses, donc qui sont reliées les unes avec les autres, ce qu'on appelle des neurones. Les neurones, ils communiquent entre eux de façon un petit peu particulière. Donc quand le message nerveux électrique arrive au niveau d'un neurone, il est transmis au neurone suivant ou au muscle, selon où on se trouve, grâce à la synapse qu'on va trouver au bout de ce neurone. Donc la synapse, je vous l'ai mis sur le petit schéma ici. Donc on a un influx nerveux, donc un message électrique qui arrive au niveau de la synapse. Ce message électrique, il va permettre de libérer des neurotransmetteurs, qu'on appelle aussi des neuromédiateurs, dans la fente synaptique, donc ça veut dire vraiment l'endroit qui se trouve entre les deux neurones. Ces neurotransmetteurs, ils vont être captés grâce à des récepteurs sur le neurone suivant, qui va donc retransformer ce message nerveux, chimique cette fois-ci, en message nerveux électrique. Donc on a un message nerveux électrique qui arrive, qui est transformé en message nerveux chimique grâce au neurotransmetteur, et qui est retransformé par le neurone suivant en message nerveux électrique, etc., etc. Donc comme je disais tout à l'heure, les informations qui sont sensorielles, qui viennent du coup, comme on dit sensorielles, donc qui viennent des 5 sens, donc ça va être la vision, l'audition, le goût, l'odorat et le toucher, arrive donc au cerveau qui va intégrer ces informations et élaborer une réponse, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'attraper la balle ou d'éviter une balle. Les neurones communiquent entre eux au niveau du cerveau, donc grâce aux synapses, et produisent du coup des réponses comme les commandes motrices qui va nous permettre de bouger. Ce système nerveux peut être perturbé à cause d'une mauvaise hygiène de vie par exemple, comme un manque de sommeil. Ça peut diminuer les performances cérébrales. La consommation de drogue ou de produits illicites ou l'addiction même aux jeux vidéo, ça va stimuler ce qu'on appelle le circuit de la récompense et créer des dépendances. Dans notre cerveau, on a des neurones qui se connectent entre eux, qui se transmettent une information et qui permettent de ressentir du plaisir. Le fait de consommer de la drogue ou d'autres produits illicites, même l'alcool, ou même l'addiction aux jeux vidéo, ça va stimuler ce circuit, donc ces informations qui circulent sur le plaisir, et en fait ça rend dépendant. Donc le système nerveux est très fragile, il peut être vite perturbé, il faut faire attention. Quelques
définition et un petit schéma pour finir sur le système nerveux. Donc, l'hygiène de vie, ça va être l'ensemble des pratiques qui visent à préserver ou à favoriser une bonne santé. C'est-à-dire de bien dormir, de faire attention à sa santé, de bien se laver, tout ça. Enfin, l'hygiène de vie. Une synapse, donc on l'a vu, c'est une zone de contact entre un neurone qui libère des neurotransmetteurs et une autre cellule, du coup, capable de les réceptionner. Donc, soit un autre neurone, soit une cellule musculaire. Et un neurone, c'est une cellule nerveuse. Je vous mets un petit schéma ici de ce neurone. On voit que le neurone, on a une première partie, donc la partie étoilée, entre guillemets, à gauche, qu'on appelle le corps cellulaire, qui est composé d'un noyau avec un cytoplasme, et on voit que les petites branches ici sont appelées des dendrites. Ce corps cellulaire est relié à une longue tige qu'on appelle un axone, et au bout de ces axones, on a des terminaisons neuronales, qui sont donc des synapses, qui vont pouvoir se relier à un autre neurone ou à une cellule musculaire. L'appareil digestif maintenant. Alors, l'appareil digestif, pour cette première partie, ça va être vraiment des rappels, parce que vous avez vu ça en 5e. Donc, on a tout d'abord, lorsqu'on mange, des aliments qui vont être ingérés au niveau de la bouche. Donc, on voit sur le schéma qu'on se trouve au niveau de la bouche. Puis, donc, ils vont rester quelques secondes, ils vont être mâchés, etc., mélangés à de la salive. Puis, ils vont descendre dans l'œsophage jusqu'à l'estomac, où là, ils vont rester 2 à 6 heures à peu près. Les aliments qui sont transformés passent ensuite dans l'intestin grêle, et il y a une partie qui se retrouve dans le gros intestin, où du coup ces aliments vont progresser entre 1 et 9 heures. La partie qui va être rejetée va être ensuite stockée dans le rectum pour être du coup éliminée par excrétion au niveau de l'anus. En plus de cette partie qu'on appelle vraiment le tube digestif, ça va être vraiment la partie où circulent les aliments. On a à côté des glandes, comme les glandes salivaires qui vont produire de la salive, le foie qui va produire de la bile, ou le pancréas qui va produire du suc pancréatique. On y revient juste après. Alors, les aliments, quand ils se trouvent dans notre tube digestif, ils vont changer progressivement, ils vont être transformés. Au niveau de la bouche, on va avoir des aliments qui sont solides, puis dans l'estomac, il va être broyé. Au niveau de l'intestin grêle, ils vont être plus liquides, ils vont redevenir solides ensuite dans le gros intestin. Et tout ça, c'est dû à différents mécanismes. Donc, la bouche et les dents permettent de découper et de fragmenter les aliments. C'est une digestion qui est dite mécanique, par action mécanique des dents, le fait de découper. La salive et les sucs digestifs de manière générale, donc les sucs digestifs, ça va être la bile, le suc pancréatique, etc., permettent cette fois-ci une transformation, une digestion qui va être plutôt chimique. Le but, c'est de transformer les aliments qui sont de grosses molécules en éléments plus simples qu'on appelle des nutriments. Ces sucs digestifs, ils sont produits du coup par des glandes digestives, donc comme je vous disais juste avant, les glandes salivaires, le foie et le pancréas, et on en trouve aussi dans l'estomac et dans l'intestin grêle qui eux aussi libèrent ces sucs digestifs. Ces sucs digestifs, ils contiennent quelque chose de bien particulier, des molécules bien particulières qu'on appelle des enzymes. C'est vraiment un terme que vous devez vraiment connaître pour le brevet. Et ces enzymes permettent d'accélérer la dégradation des aliments en nutriments. Ce qui est hyper important, c'est que les aliments, tels quels, ils ne peuvent pas traverser la paroi intestinale et donc ne peuvent pas passer dans le sang. Donc on ne peut pas récupérer dans l'alimentation ce dont on a besoin. C'est pour ça que les enzymes entrent en jeu et qu'on a une digestion chimique mais aussi mécanique, parce que le but, ça va être de couper ces aliments en tout petits morceaux, en petits éléments, en petites molécules qu'on appelle des nutriments qui, eux, vont pouvoir passer à travers la paroi intestinale. Et justement, puisqu'on y est, au niveau de l'absorption des nutriments. Donc le fait que l'intestin grêle soit très long, donc entre 4,75 et 6 mètres, et qu'il y ait énormément de replis à l'intérieur qu'on appelle des villosités intestinales, on le voit sur le schéma que j'ai mis ici. L'intestin grêle, en fait, c'est pas un tube tout lisse. À l'intérieur, il y a énormément de replis, de petites crêtes, etc., qu'on appelle des villosités intestinales. Et dans ces villosités, on a une présence de très nombreux vaisseaux sanguins. Tout ça, ça permet l'absorption des nutriments, de l'eau et des sels minéraux, qui vont passer donc on appelle ça la lumière de l'intestin grêle, ça veut dire le creux qu'on a dans l'intestin grêle, vers le sang, donc dans les vaisseaux sanguins qui se trouvent dans les villosités.
Les définitions pour la partie appareil digestif. Donc l'absorption intestinale, ça va être le passage des nutriments de l'intérieur de l'intestin, qu'on appelle la lumière, vers le sang. La digestion, ça va être la simplification des aliments en nutriments par transformation mécanique, donc par exemple les dents, le broyage de l'estomac, etc., et chimique avec les sucs digestifs. L'excrétion, c'est l'élimination hors de l'organisme des aliments digérés non utilisés. Ça va se trouver au niveau donc de l'anus, mais aussi au niveau des reins, qui va du coup éliminer certains déchets de l'organisme dans la vessie et donc dans l'urine. Les glandes digestives, donc c'est un organe qui produit des sucs digestifs, donc on a dit glandes salivaires, foie, pancréas, mais aussi estomac et intestin. Les nutriments sont des formes simplifiées des aliments qui peuvent passer dans le sang et donc dans les cellules. C'est vraiment des petites molécules. Un suc digestif, c'est un liquide produit par les glandes digestives et qui permettent donc du coup cette simplification des aliments parce qu'elles contiennent des enzymes, donc on en vient à la dernière définition. Une enzyme est une molécule contenue dans les sucs digestifs qui transforme les aliments en nutriments. C'est vraiment la définition hyper importante, l'enzyme. Alors, pour l'appareil digestif, on va aussi parler un petit peu de régime et d'équilibre alimentaire. Nos aliments, je vous ai parlé de nutriments, etc. En fait, ils sont composés de lipides, protéines, glucides, eau, vitamines, sels minéraux et fibres. Tous ces éléments sont nécessaires à notre organisme pour qu'il puisse grandir, fonctionner correctement, produire de l'énergie, etc. Même quand on est au repos, vous pouvez être allongé dans votre lit, votre corps, il a quand même des nutriments, il en a besoin, et en fait, il dépense de l'énergie, même en faisant rien, entre guillemets, parce que même quand vous êtes allongé et que vous ne bougez pas, votre cœur continue à battre, vos poumons continuent à fonctionner, votre cerveau aussi. Et donc, il y a toujours une dépense d'énergie, on appelle ça le métabolisme de base. Manger équilibré. Pensez à une balance équilibrée. Ça fait un équilibre. Ça veut dire satisfaire les besoins en matière et sources d'énergie de l'organisme. Et ça, c'est possible seulement en consommant des aliments variés. Ça veut dire qu'il faut que votre dépense énergétique soit globalement égale à votre apport énergétique. Ça veut dire qu'il faut que votre corps dépense à peu près autant de calories qu'il va en consommer au moment de l'alimentation. On a beaucoup de régimes alimentaires dans le monde qui sont très différents, parce qu'on a des aliments consommés forcément qui sont différents, mais qui sont malgré tout équilibrés. L'important, c'est de subvenir aux besoins qualitatifs, donc en termes de qualité et d'aliments variés, et quantitatifs de l'organisme, donc en termes de quantité également. Si jamais on observe un déséquilibre alimentaire, ça peut créer... Si on observe un déséquilibre alimentaire, tout ça peut être créé par un apport énergétique différent des dépenses. Donc je vous disais, vraiment ça doit être à peu près égal, mais si l'apport est trop faible ou trop élevé, ça peut créer ce déséquilibre au niveau de la balance. Par exemple, quand les besoins quantitatifs de l'organisme sont dépassés, donc on mange en trop grande quantité, il peut y avoir une prise de poids. Et inversement, si on mange pas assez, il peut y avoir une perte de poids. On a un autre type de déséquilibre alimentaire si jamais on a un manque d'un ou de plusieurs nutriments essentiels. On appelle ça une carence alimentaire. Dans notre tube digestif, on a aussi beaucoup de micro-organismes, des bactéries, des virus, des champignons microscopiques. L'ensemble de ces micro-organismes, on appelle ça le microbiote. Alors quand on parle de bactéries, de virus, etc., on panique tout de suite en se disant « Oh là là, ça rend malade ». Pas forcément. Dans le cadre du microbiote, au contraire, ces micro-organismes ont vraiment un rôle central dans notre alimentation parce qu'ils nous aident à la digestion et donc à l'absorption des nutriments. Notre régime alimentaire, ça veut dire que les aliments qu'on va consommer, ça a une conséquence sur notre microbiote qui peut du coup engendrer des maladies si notre régime alimentaire n'est pas correct ou au contraire réduire certains risques de maladies si on mange très bien. Encore quelques définitions pour cette partie. Donc les besoins qualitatifs, donc c'est des besoins variés en nutriments qui est apporté du coup par une alimentation variée. Et les besoins quantitatifs, ça va être des besoins en aliments qui couvrent les dépenses énergétiques de l'organisme, donc en termes de quantité. Une carence, c'est l'absence ou
c'est l'absence ou le manque d'un nutriment dans l'alimentation qui est nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Le métabolisme de base, c'est la dépense minimale en énergie au repos d'un organisme. Et le microbiote, dont je viens juste d'en parler, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent à la surface ou dans les muqueuses, donc ça veut dire dans la muqueuse intestinale, sur la peau, etc., au niveau de la muqueuse génitale, etc., d'un organisme. Et en parlant de micro-organismes, on sait qu'ils sont omniprésents dans notre environnement. D'accord ? Donc là, on va parler un petit peu du système immunitaire. C'est une partie qui n'est pas très évidente, donc n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Je sais qu'il n'est pas très facile, ce chapitre. Donc, ces micro-organismes sont omniprésents dans l'environnement. Ce qu'on appelle micro-organismes, ça va être bactéries, champignons, microscopiques, et virus. Mais on en a dans notre environnement, mais aussi sur notre corps et dans notre corps, dans les cavités de notre corps, comme dans notre bouche, dans notre nez, dans notre intestin, dans nos appareils génitaux. Et donc, ça fait partie, donc c'est ça ce microbiote. Ce microbiote, il permet, même si c'est des micro-organismes, de nous protéger contre d'autres micro-organismes qui sont pathogènes. Pathogènes, ça veut dire qu'ils peuvent nous donner des maladies. En plus de cette protection, notre corps a des barrières naturelles, comme par exemple notre peau, qui est imperméable aux micro-organismes, si elle est en bonne santé, si elle n'est pas abîmée. Il y a la salive qui contient des substances chimiques qui tuent certaines bactéries, nos muqueuses, etc., qui nous protègent. Mais des fois, malheureusement, les micro-organismes pathogènes peuvent quand même franchir ces barrières. On parle de contamination. Et ensuite, les micro-organismes, une fois qu'ils seront dans notre corps, ils pourront se multiplier. Et là, on parle d'infection. Donc, contamination, c'est l'entrée des micro-organismes dans notre corps. Et l'infection, c'est leur multiplication dans notre corps. Pour limiter les risques de contamination, donc d'entrée des micro-organismes dans notre corps, il y a différentes mesures possibles à prendre, comme les mesures d'asepsie, avec le lavage des mains par exemple. Sur une plaie, on peut utiliser des antiseptiques qui sont très efficaces contre cette contamination. Et dans le cas très important, et je tenais à le dire, des maladies sexuellement transmissibles, qu'on appelle MST ou IST, le préservatif est le seul moyen de se protéger de ce type de maladie. Alors, l'organisme, lorsqu'il est infecté, donc le micro-organisme est rentré dans notre corps, donc il a contaminé, et il se multiplie très bien dans notre corps, donc ça va être dans notre sang ou dans notre lymphe parce qu'il fait chaud, il y a à manger, ils sont très bien, ils se multiplient, donc on a une infection. Comment va réagir notre corps ? Dans notre corps, on a des cellules sanguines, c'est les cellules qu'on trouve dans notre sang, de deux types. On a les globules rouges qui transportent le dioxygène et les globules blancs qui, eux, sont des cellules du système immunitaire, qui sont là pour nous défendre. Ces globules blancs, on peut aussi les appeler des leucocytes. Leuco, ça veut dire blanc, et cyte, ça veut dire cellule, donc cellule blanche, leucocytes. Et ces leucocytes vont alors se multiplier lorsqu'ils vont être en présence d'un micro-organisme. Si un micro-organisme arrive à rentrer dans notre corps, les leucocytes vont se multiplier et arriver en force pour s'en débarrasser. Quand les leucocytes se multiplient, on a des ganglions qu'on appelle des ganglions lymphatiques qui vont se gonfler parce qu'ils vont être à fond dans cette production de globules blancs. Donc, c'est pour ça, par exemple, si vous allez chez le médecin, parce que vous avez mal à la gorge, votre médecin, il va regarder si vos ganglions ici sont gonflés. Et ben, c'est pour ça, tout simplement. Si jamais ils gonflent, ça veut dire qu'il y a potentiellement une infection dans l'organisme parce qu'ils sont en train de produire des leucocytes. On a une première réaction qui est très rapide après la contamination et lors d'une infection par un micro-organisme. Donc, on dit que c'est une réponse immunitaire innée parce qu'elle est super rapide et qu'elle a lieu tout de suite. On appelle ça la réaction inflammatoire. On a 4 symptômes qui sont vraiment localisés. Par exemple, vous vous piquez avec une épine de ronce et la blessure s'infecte. Vous avez 4 symptômes, rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Les leucocytes qui sont produits au niveau des ganglions lymphatiques, alors je vous ai dit dans la gorge, mais il y en a à d'autres endroits bien sûr. Les leucocytes vont être attirés par cet endroit, donc ils vont circuler dans le sang pour arriver à l'endroit de votre main, par exemple, où vous vous êtes piqué, et vont éliminer ces micro-organismes en les digérant par phagocytose. Je reviens sur ce terme de phagocytose parce qu'il est très important, il faut bien que vous le compreniez. La phagocytose se déroule en 4 étapes. Et c'est grâce à un leucocyte particulier qu'on appelle le phagocyte.
pareil comme tout à l'heure, cyte ça veut dire cellule, phago ça veut dire manger, donc c'est une cellule qui mange. On a une première étape, le phagocyte va se fixer sur la bactérie, par exemple, qui est responsable de l'infection. Ensuite, ce phagocyte, il va ingérer la bactérie, ça veut dire qu'il va l'englober pour pouvoir l'ingérer à l'intérieur de la cellule. Ensuite, on a une digestion, donc grâce à des enzymes, là encore, ça va permettre de détruire la bactérie et de la digérer, de la manger, de la détruire. Et la dernière étape, la bactérie n'est plus en état de nuire, et donc la cellule, le phagocyte, va expulser les débris du micro-organisme. Donc là, c'était vraiment la réponse immunitaire innée, la réaction inflammatoire qui a lieu tout de suite, qui est super rapide et qui est non spécifique. Donc, il ne peut pas y avoir un type de leucocyte particulier pour telle ou telle bactérie. C'est peu importe les bactéries, les leucocytes, ils y vont et les phagocytes les mangent. Mais des fois, cette réaction immunitaire innée, elle est insuffisante pour arrêter l'infection. On peut dans ce cas-là utiliser des traitements, donc des médicaments particuliers qu'on appelle des antibiotiques. Les antibiotiques, ils vont agir contre les bactéries, certaines bactéries, en les empêchant de se multiplier. Donc ça va empêcher de les laisser multiplier et ça va finir par les tuer. Mais les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est pas automatique pourquoi ? Parce que d'une, ils n'ont pas d'effet sur les virus. Et en plus, l'utilisation excessive d'antibiotiques favorise la multiplication des bactéries résistantes. Donc on utilise des antibiotiques que vraiment quand l'infection n'est pas maîtrisée et que notre corps a vraiment besoin d'un coup de main pour lutter contre cette infection. Donc déjà, on va faire un petit point de définition tout de suite, même si j'en ai encore pas mal à vous dire sur le système immunitaire. Donc un antibiotique, c'est une substance qui tue ou qui empêche la multiplication de certains micro-organismes, bactéries seulement. Les ganglions lymphatiques sont des organes du système immunitaire qui sont disséminés un petit peu partout dans l'organisme et où vont se multiplier les leucocytes, donc les globules blancs. Un leucocyte, c'est une cellule du système immunitaire qui est capable de lutter contre les micro-organismes pathogènes, donc c'est un globule blanc. La phagocytose, c'est la capacité de certains leucocytes qu'on appelle du coup des phagocytes à digérer le micro-organisme. Donc je vous ai dit adhésion, digestion, adhésion, ingestion, digestion et élimination. La réaction inflammatoire, ça va être une réaction qui est immédiate de l'organisme à une contamination, notamment grâce à la phagocytose. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Réaction inflammatoire, c'est la réaction immunitaire innée, qui est super rapide. Et le système immunitaire, globalement, c'est quand même une définition importante, c'est l'ensemble des organes et des cellules qui sont impliqués dans la défense de l'organisme. Donc, si la réponse immunitaire innée, donc cette réaction inflammatoire avec phagocytose, ne suffit pas à arrêter l'infection, on a dit qu'il y avait des traitements possibles, mais on a aussi une autre réponse immunitaire qu'on appelle la réponse immunitaire adaptative, qui est beaucoup plus lente que la réaction immunitaire innée, donc qui intervient que plusieurs heures, voire plusieurs jours après la réaction immunitaire innée, et elle est assurée donc par des lymphocytes. La particularité de ces réponses immunitaires adaptatives, c'est qu'elle est spécifique. Ça veut dire que les cellules qui vont venir lutter contre la bactérie, contre le virus, vont lutter de façon spécifique. Il va y avoir telle cellule du système immunitaire qui va lutter contre telle bactérie. C'est vraiment précis. C'est pas sans faire attention à ce que c'est comme type de micro-organisme, comme dans le premier cas tout à l'heure de la réaction inflammatoire. Là, c'est vraiment spécifique. Donc, on a deux cas. Dans le cas d'une infection par une bactérie, donc une infection bactérienne, cette bactérie est présente à sa surface qu'on appelle des antigènes. D'accord ? Les antigènes, ce sont des molécules qui sont reconnues par notre corps comme étant étrangères à notre corps. Et donc, c'est pour ça que notre corps va essayer de lutter contre. Ces antigènes, ils sont reconnus par ce qu'on appelle des lymphocytes B, donc des cellules du système immunitaire également, qui vont pouvoir produire des anticorps. Donc, les lymphocytes B, ils vont reconnaître un antigène particulier. Ces lymphocytes B vont se multiplier et produire des anticorps spécifiques à ces antigènes. Les anticorps, ils vont alors neutraliser les antigènes en se fixant dessus. Et donc, ça va former ce qu'on appelle un complexe humain, donc un complexe antigène-anticorps. Une fois que l'anticorps est posé sur l'antigène ne peut plus nous rendre malade.
Et pour être éliminé, ce sera donc un phagocyte, donc une cellule de la phagocytose, comme on l'a vu tout à l'heure, qui va venir manger ce complexe humain et nous en débarrasser. Le deuxième cas, c'est dans le cas d'une infection par un virus. Vous savez, le virus, il reste pas dans notre sang, il reste pas en dehors des cellules. Au contraire, il va intégrer une cellule de notre corps et il va la transformer en une sorte d'usine à nouveaux virus. Donc, pour lutter contre les virus, on ne peut pas lutter directement contre le virus, il faut qu'on aille lutter contre les cellules infectées par ce virus, qui sont quand même des cellules de nos cellules à base. Donc, ça va être cette cellule infectée qui va présenter les antigènes à sa surface pour dire « Ouh, je suis infectée, il faut faire quelque chose ». Et cette fois-ci, c'est des lymphocytes, mais des lymphocytes T cette fois-ci, qui vont venir attaquer la cellule infectée pour la tuer grâce à ce qu'on appelle le baiser de la mort. Donc en gros, les lymphocytes T vont se fixer sur la cellule infectée et vont libérer des enzymes qui vont tuer la cellule infectée. Donc là, donc on a dit réaction immunitaire innée avec la réaction inflammatoire et la phagocytose. La réaction immunitaire adaptative qui est beaucoup plus lente, qui intervient plus tard, mais qui est spécifique avec des lymphocytes B pour les bactéries et lymphocytes T pour les virus. Mais heureusement, notre système immunitaire, il possède une mémoire. On appelle ça la mémoire immunitaire. Quand la réponse adaptative est déclenchée, il y a des lymphocytes, on a dit, qui vont se multiplier, des lymphocytes T ou des lymphocytes B. Et certains, en fait, vont pas aller à l'attaque. Ils vont être mis de côté, en mémoire. Et lorsqu'il y aura un nouveau contact avec ce même antigène, avec ce même micro-organisme, le système immunitaire, il connaîtra, il aura déjà en fait des lymphocytes spécifiques à cet antigène, il pourra réagir beaucoup plus vite et plus efficacement. En général, du coup, comme notre système immunitaire, il connaît déjà cet antigène, il va aller lutter contre lui avant même l'apparition des symptômes. Donc en fait, on s'en rend même pas compte. Et c'est sur ce principe-là qu'est basée la vaccination. En fait, les vaccins sont des substances qui contiennent des micro-organismes qui sont atténués, ou qui contiennent des fragments de ce micro-organisme, qui portent l'antigène, pour que notre corps puisse reconnaître cet antigène, mais qui ne déclenchent pas la maladie, qui permettent à notre corps de se créer une mémoire immunitaire, mais sans nous rendre malades. Donc, pour en finir sur ce système immunitaire, dernière définition, un anticorps, c'est donc une molécule qui est produite par un lymphocyte B, qui est capable de reconnaître spécifiquement un antigène d'un organisme. Un antigène, c'est une molécule qui est caractéristique d'un micro-organisme et qui est spécifiquement reconnue par un anticorps comme étant étranger à notre corps. Un lymphocyte, c'est donc une catégorie de leucocytes qui s'attaquent spécifiquement à un organisme. La mémoire immunitaire dont on vient juste de parler, c'est donc une réserve de leucocytes prêts à répondre rapidement lors d'une nouvelle rencontre avec un antigène. Et le vaccin, c'est un produit qui contient un antigène capable d'immuniser un individu contre un agent pathogène, donc une bactérie ou un virus. Donc voilà pour le système immunitaire. Je sais que ça vous paraît hyper compliqué. Si vous voulez aller un petit peu plus dans le détail, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je vous mets le lien dans la description, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais globalement, si vous avez compris ça, si vous voyez dans un document que ça parle de lymphocytes, de leucocytes, de système immunitaire, vous savez qu'on est dans la défense de l'organisme. C'est ce qui est vraiment important. Il faut vraiment connaître les termes que je vous ai mis dans les définitions. Pas besoin forcément de recracher la définition. Le but, c'est vraiment de pouvoir repérer. On parle d'anticorps, ça veut dire qu'on est dans le système immunitaire. Tout à l'heure, on parlait d'enzymes. Si on parle d'enzymes, ça veut dire qu'on est dans la digestion, dans l'absorption des nutriments. Si on parle de neurones, ça veut dire qu'on est dans le système nerveux. Enfin voilà, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de réussir à vous repérer et pouvoir comprendre les mots des documents que vous aurez à analyser le jour du DNB. Donc on laisse le système immunitaire de côté. On va en reparler un petit peu parce qu'on va parler du fonctionnement des appareils reproducteurs. Donc on a parlé déjà de la reproduction des animaux. Je ne sais plus quand c'était, j'aurais dit mardi, je crois. Là, on va se intéresser vraiment plus spécifiquement à l'appareil reproducteur, donc humain. Donc d'abord, comment est-ce qu'on produit des cellules reproductrices, qu'on appelle aussi des gamètes? Les ovules, qui sont les cellules reproductrices du coup féminines, sont contenus et produits par les ovaires. Je vous ai mis un schéma ici en rappel pour que vous puissiez vous repérer par rapport à ce que je vous raconte. Donc au niveau des ovaires, on a une production d'ovules.
Ils sont émis de façon cyclique, donc en moyenne tous les 28 jours, par un des deux ovaires. Les femmes, enfin les personnes de sexe féminin, naissent avec un stock d'ovules dans leurs ovaires et arrivé à un certain moment de leur vie, vers 50-55 ans, ce stock d'ovules est épuisé. Donc les femmes ne peuvent plus se reproduire, on parle de la ménopause. À la puberté, on voit l'apparition de ce qu'on appelle un caractère sexuel secondaire, donc qui est lié au fonctionnement de l'appareil reproducteur, qui s'appelle les règles. Les règles, c'est les manifestations du fonctionnement de l'utérus, cette fois-ci. À chaque cycle, sous l'action de différentes hormones, qui vont être produites par les ovaires, par le cerveau, etc., la muqueuse utérine s'épaissit. Ça veut dire que la paroi de l'utérus va s'épaissir avec beaucoup de vaisseaux sanguins à l'intérieur, et l'objectif, c'est de pouvoir protéger un éventuel embryon si jamais il y a eu une fécondation et un rapport sexuel non protégé. S'il n'y a pas eu de fécondation, cette muqueuse, elle est éliminée avec les vaisseaux sanguins qu'elle contient, ce qui correspond aux règles. La libération de l'ovule par l'ovaire, je vous le disais tout à l'heure, a lieu tous les 28 jours, à peu près au milieu du cycle, donc vers le 14e jour du cycle, et on parle d'ovulation. Chez l'homme maintenant, donc les cellules reproductrices masculines sont les spermatozoïdes, sont des cellules qui sont mobiles, donc c'est une cellule avec un noyau, un cytoplasme, une membrane plasmique, mais avec aussi ce qu'on appelle un flagelle qui lui permet de se déplacer. Ils ont besoin de se déplacer parce qu'ils vont être libérés donc au niveau du vagin lors d'un rapport sexuel et va devoir progresser jusqu'aux trompes pour aller féconder l'ovule. Ces spermatozoïdes, à l'inverse des ovules qui sont produits de façon cyclique, les spermatozoïdes sont produits en permanence, en continu. Donc de la puberté, vers 13, 14, 15 ans, jusqu'à la mort de l'individu, et cette production se fait au niveau des testicules. Les spermatozoïdes, ils sont émis donc au moment de l'éjaculation, pendant un rapport sexuel, dans le sperme. Ce sperme, on pense souvent qu'il contient seulement des spermatozoïdes, mais en fait pas du tout. C'est un liquide qui va être libéré par la prostate et par les glandes séminales, que vous voyez sur le schéma ici, et ils contiennent aussi du coup les spermatozoïdes qui sont produits par les testicules. Donc on voit que les spermatozoïdes sont produits par les testicules, ils passent par l'épididyme, puis par le canal déférent, et ils vont arriver à côté de la prostate et à côté de la vésicule séminale, où là, ils vont du coup récupérer ce liquide qui est produit et qui contient un liquide nutritif pour pouvoir donner de l'énergie à ces spermatozoïdes pour qu'ils puissent arriver jusqu'à l'ovule. Donc les premières définitions. L'éjaculation, c'est la libération du sperme. L'ovaire, c'est le lieu de production des ovules. L'ovulation, c'est la libération d'un ovule par un ovaire. Et donc l'ovule, c'est la cellule reproductrice féminine, ou la gamète. La gamète féminine. Je sais jamais, j'ai peur de vous dire une bêtise, attendez. On dit le ou la? Alors, je vérifie parce que je suis capable de vous dire des bêtises. On dit un gamète, donc le gamète féminin, du coup. Les règles, du coup, c'est l'élimination en début de cycle d'une grande partie de la muqueuse utérine, donc je vous le disais, qui contient beaucoup de vaisseaux sanguins, dont l'impression de perdre du sang. Enfin, c'est pas une impression d'ailleurs, on perd du sang, mais voilà. Le spermatozoïde, c'est la cellule reproductrice masculine, et donc les testicules, c'est le lieu de production de ces spermatozoïdes. Donc, lors d'un rapport sexuel, les spermatozoïdes sont déposés, donc je vous l'ai dit, dans le vagin, et rejoignent les trompes pour rejoindre du coup l'ovule, qui va être libéré. Le spermatozoïde, du coup, va fusionner avec l'ovule et former ce qu'on appelle une cellule œuf. On parle de fécondation. Cette cellule œuf, c'est la toute première cellule de l'organisme. Elle va se multiplier, se diviser donc en 2, en 4, en 8, etc. pour donner ce qu'on appelle un embryon. Cet embryon va ensuite se déplacer jusqu'à l'utérus, que jusqu'ici était dans les trompes, et se déplacer dans l'utérus pour aller s'implanter dans la paroi de cet utérus. Et donc, ça va empêcher les règles, et c'est là que la muqueuse utérine prend toute son importance, parce que cet embryon va se fixer dans cette muqueuse utérine. On parle de nidation. Les règles sont alors stoppées pendant toute la grossesse,
Et donc l'absence de règles ou un retard de règles, c'est le premier signe d'un début de grossesse. Pendant le développement de l'embryon, cet embryon a besoin, comme tous nos organes et comme toutes nos cellules, de dioxygène et de nutriments. Ce dioxygène et ces nutriments sont apportés par la mère et ces échanges donc, de dioxygène et de nutriments entre la mère et l'embryon est permis grâce à un organe qui est temporaire qui s'appelle le placenta. Et donc ce placenta va être relié à l'embryon par le cordon ombilical. Au bout de 9 mois de grossesse, qu'on appelle aussi la gestation, les organes du fœtus sont bien formés, ce fœtus peut naître. Au moment de l'accouchement, on va avoir des contractions de l'utérus qui vont permettre de pousser le fœtus et le placenta, qui est un organe qui est temporaire et là seulement pendant la grossesse, vers l'extérieur. On va pouvoir donc couper le cordon ombilical, le nouveau-né, le nouvel individu du coup est né. Il n'a plus besoin de ce cordon ombilical, il va pouvoir se nourrir de lui-même, presque pendant quelques temps, et respirer par lui-même. Cette grossesse est pas forcément, enfin les grossesses ne sont pas forcément, avoir des rapports sans souhaiter, je vais y arriver. Avoir des rapports sans souhaiter une grossesse, c'est possible. On a différents moyens de contraception possibles pour ça. Les appareils reproducteurs fonctionnent sous l'effet des hormones qui sont libérées par le cerveau et d'autres par les ovaires pour la femme, donc œstrogène et progestérone, ou par les testicules pour l'homme qui s'appelle la testostérone. Le fait de bien connaître ces hormones, ça a permis du coup de créer des moyens de contraception comme la pilule, les implants, les patchs, etc. qui contiennent des hormones et qui vont permettre de bloquer l'ovulation pour éviter une grossesse. On a un autre moyen de contraception qui s'appelle le préservatif, qui peut être le préservatif féminin ou masculin, qui permet donc d'avoir un rapport sexuel sans grossesse, sans provoquer de grossesse, et surtout hyper important, le préservatif est le seul moyen de contraception qui protège des maladies sexuellement transmissibles, qu'on appelle MST ou infections sexuellement transmissibles, les IST. J'en reparle un petit peu parce qu'on parlait du système immunitaire tout à l'heure. Il y a une maladie sexuellement transmissible hyper grave qui s'appelle le sida. Ce sida, il est transmis par voie sexuelle, par voie sanguine ou de la mère à l'enfant, par un virus, donc le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Le problème de ce virus, comme on a dit tout à l'heure, les virus, ils attaquent les cellules, ils infectent les cellules pour les transformer en une usine à virus. La particularité du VIH, c'est qu'il va infecter les cellules du système immunitaire. Ça veut dire qu'il va il va transformer nos cellules qui normalement nous protègent en cellules qui vont au contraire devenir des usines à virus. Vous voyez l'idée. Donc le sida, c'est une maladie qui est très grave et qu'on ne traite pas encore, il y a des traitements pour mieux le vivre, mais qu'on ne peut pas guérir. Et c'est une maladie qui va affaiblir petit à petit notre système immunitaire. Et comme notre système immunitaire n'est plus capable de lutter contre les autres antigènes, contre la grippe, contre le rhume, les personnes atteintes du sida vont alors décéder de maladies qu'on appelle des maladies opportunistes, qui normalement ne nous tuent pas, mais en absence de système immunitaire, ou avec un système immunitaire qui est déficient, peut provoquer du coup la mort. Voilà pour le moment joyeux. Donc, le port de préservatif est très important pour éviter la transmission de ces maladies. La pilule, l'implant et les patchs, par exemple, ne protègent pas des maladies sexuellement transmissibles. Ils protègent une grossesse, mais pas des IST. Donc, on a parlé des moyens de contraception pour éviter une potentielle grossesse. Il y a aussi d'autres moyens qu'on appelle des moyens de contraception d'urgence ou des moyens de contragestion qui permettent d'avorter pour éviter, pour stopper une grossesse. Donc on a la pilule du lendemain qu'on peut prendre entre 12 et 72 heures après un rapport sexuel non protégé qui va bloquer l'ovulation ou déclencher les règles pour éviter toute grossesse. Et on a des traitements donc soit médicamenteux, soit plutôt chirurgicaux qui peuvent stopper une grossesse, donc jusqu'à 3 mois de grossesse. Mais si au contraire, il y en a des couples qui ont des difficultés à concevoir un enfant, qui ont des problèmes, on dit, de fertilité, il y a des méthodes, on dit des méthodes de PMA qui permettent de les aider.
PMA, ça veut dire procréation médicalement assistée. Ça veut dire qu'on va concevoir un enfant avec l'aide de la médecine parce qu'on n'y arrive pas tout seul correctement. Ça peut être il peut y avoir différentes causes. Il peut y avoir des hommes qui produisent des spermatozoïdes qui sont pas assez mobiles parce qu'ils ont une malformation par exemple et ils ne peuvent pas aller jusqu'à l'ovule. Ça peut être parce que une femme a une trompe qui est mal formée et qui du coup va être obstruée et l'ovule ne pourra pas passer. Donc pas de contact entre l'ovule et les spermatozoïdes. Ça peut être des problèmes, des maladies hormonales qui vont perturber les hormones et donc perturber la production d'ovules ou de spermatozoïdes. Bon, il y a plein de raisons possibles, mais évidemment et heureusement, il y a des moyens pour aider ces couples-là, comme la fécondation in vitro, où on va aller prélever des ovules chez la femme, des spermatozoïdes chez l'homme, et on va les mettre en contact en laboratoire, en dehors du corps de la mère, pour créer un embryon et pouvoir réimplanter ensuite cet embryon dans l'utérus de la mère qui va pouvoir porter son bébé pendant les 9 mois de grossesse. Il y a plein de techniques comme ça, je ne vais pas rentrer en détail, vous reverrez ça en seconde l'année prochaine. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a le fait de bien connaître les hormones et de bien connaître le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin et masculin permet aussi d'aider les couples à concevoir des enfants. Les définitions pour finir, la contraception, c'est un moyen qui empêche une fécondation. Alors, les définitions pour terminer, la contraception, c'est un moyen qui empêche la fécondation. Je vous ai parlé d'ailleurs de contragestion, ça va être des moyens qui empêchent une grossesse, une gestation cette fois-ci, d'accord? Donc à ne pas confondre. Une cellule œuf, c'est une cellule qui est issue de la fécondation. Donc la fécondation, je l'ai mis juste en dessous, c'est la fusion des gamètes qui aboutit à la formation de la cellule œuf. La gestation, c'est la période qui commence à la nidation, donc au moment où l'embryon va s'implanter dans l'utérus et qui se termine à l'accouchement, donc la grossesse en fait. Une IST, c'est une infection sexuellement transmissible. Je donne toujours l'exemple du sida, mais il y a d'autres maladies qui sont sexuellement transmissibles et qui sont pas très cool non plus. L'anidation, c'est l'implantation de l'embryon dans l'endomètre, qui est la paroi interne de l'utérus. Et d'ailleurs, si vous avez déjà entendu parler d'endométriose, c'est une maladie donc de cette paroi de l'utérus qui provoque des règles très importantes, très douloureuses, surtout chez la femme. N'hésitez pas à vous renseigner sur ce sujet ou à me poser des questions sur ce sujet si jamais ça vous intéresse. Le dépistage, je vous ai mis la définition alors que j'ai complètement oublié de vous en parler, c'est la recherche d'une ou de plusieurs maladies chez un individu. Donc avant d'avoir donc c'est dans le cadre notamment des maladies sexuellement transmissibles que je comptais vous en parler. Un dépistage, ça va être un moyen de... Alors si jamais vous avez des rapports sexuels réguliers avec un partenaire et que vous l'arrêtez de mettre un préservatif et d'utiliser simplement une pilule, vous pouvez vous faire dépister. Donc ça va être le fait de rechercher chez un individu s'il a une maladie qui pourrait potentiellement transmettre à son partenaire. Donc ça peut être par prélèvement cutané ou par prise de sang. Une infertilité, c'est une incapacité à concevoir un enfant ou avoir des difficultés en tout cas à concevoir un enfant pour un couple. Une hormone, c'est une substance libérée par un organe qui va être libéré ensuite donc dans le sang, qui va circuler dans le sang et qui va aller modifier le fonctionnement d'un autre organe. Et donc la PMA, dont je viens juste de vous parler, c'est la procréation médicalement assistée. Ça va être l'ensemble des méthodes médicales qui peuvent être mises en place pour aider un couple à avoir un enfant. Donc voilà pour aujourd'hui. Je sais que ça fait beaucoup. Je vous ai mis donc encore ces petits documents qui viennent du livre scolaire sur ce que vous devez démaîtriser sur le thème. Donc là, il y a pas mal de boulot, j'avoue. Vous devez savoir expliquer les réponses de l'organisme lors d'un effort musculaire, donc la première partie que j'ai faite. Envisager ou expliquer des comportements responsables pour la pratique physique, donc pareil, première partie. Expliquer le fonctionnement du système nerveux, donc avec les neurones, les synapses, etc. Très important. Envisager ou expliquer des comportements responsables sur le bon fonctionnement du système nerveux. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention aux comportements addictifs avec les jeux vidéo, les drogues, l'alcool, etc. Expliquer le fonctionnement de l'appareil digestif en le reliant à notre alimentation, donc avec les régimes alimentaires, etc. Je dis beaucoup, etc. Envisager ou expliquer des comportements responsables pour son alimentation. Expliquer le rôle des micro-organismes dans le fonctionnement du corps humain, donc les micro-organismes avec le microbiote.
Envisager ou expliquer des comportements responsables en matière d'hygiène et de protection contre les maladies. Donc là, ça va être tout le système immunitaire. Et expliquer le fonctionnement des appareils reproducteurs et la sexualité, dont je viens de vous parler, en envisageant et en expliquant des comportements responsables dans le domaine de la sexualité, donc en termes de protection avec un préservatif ou de contraception. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'était notre dernier live. Normalement, avec les 5 lives que vous avez eus, vous êtes calés pour le DNB. Il ne devrait pas y avoir de problème. Il faut vraiment que vous repériez les notions clés de chaque chapitre. Comme je l'ai dit, pouvoir repérer ces notions en fait dans les documents. Au DNB, vous allez avoir sûrement des études de doc. C'est souvent des études de doc. Vous aurez peut-être une analyse de graphique, vous aurez peut-être une construction de graphique, la construction d'un tableau, comme un tableau de croisement en génétique par exemple, des choses comme ça. Ce que je vous conseille absolument ce week-end, c'est de reprendre la méthodologie. Ça veut dire de revoir comment est-ce qu'on fait une analyse de graphique. Je vous mets le lien dans la description, j'ai fait une vidéo là-dessus. Comment est-ce qu'on construit un graphique? Pareil, je vous mets la vidéo. Comment est-ce qu'on analyse des documents? Si vous avez un ensemble de documents, il faut utiliser la démarche explicative avec « on observe que dans le document 1, on relève les informations du document 1 qui nous intéresse, on observe que dans le document 2, et on relève les informations du document 2 qui nous intéresse. Ensuite, on rajoute nos connaissances avec un « or on sait que » et on rajoute du coup des connaissances que nous on a qui sont pas dans les documents. Et pour finir, on en déduit que et on répond à la question qui nous est posée. Ça, c'est hyper important. Je fais une grosse pensée pour mes troisièmes que j'ai tanné toute l'année avec ça. Hyper important de faire ça pour les documents, pour les réponses aux questions. C'est vraiment, la démarche est très importante et il y a beaucoup de points là-dessus. Donc, si vous avez la bonne réponse, mais que vous expliquez mal, et en plus que du coup c'est mal organisé, etc., vous perdez des points. C'est quand même dommage. Alors que le fait d'utiliser la démarche explicative, ça vous permet vraiment d'organiser vos idées et de répondre de façon organisée, structurée à la question sans rien oublier. Donc vraiment faites-le, c'est pas pour vous embêter. Donc voilà pour ça. Pour ceux qui débarquent un petit peu et qui n'ont pas vu les lives du début de semaine, tout est en ligne, tout reste en ligne. Vous avez donc pareil dans mes vidéos, il y a les vidéos de la 5e à la 3e. Vous pouvez tout regarder, c'est tout le cycle 4. Il y a une fiche de révision pour chacun des chapitres. Donc voilà, normalement vous avez tout ce qu'il vous faut. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si jamais vous avez besoin, à m'envoyer un message sur Insta si jamais vous avez besoin. On se retrouve en fin d'après-midi. Je vais vous mettre un quiz pour le DNB. Enfin pour le DNB, pour ce thème-là en tout cas du DNB sur Insta, pour voir si vous avez tout bien compris. Et voilà, je vous envoie plein de boutons positives, je vous souhaite plein de courage pour la fin des révisions. Et puis j'ai hâte, n'hésitez pas mardi soir à m'envoyer un petit message pour me dire ce que ça a donné. Allez, bon courage, bonne révision, bye bye.